19h50, c'est l'heure de l'info sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Comment évoluent les travaux de la voie Y4? Quels sont les principaux défis de construction de cette voie? Nous nous sommes rendus sur les lieux. Reportage dans cette édition. La date des examens à grand tirage est connue depuis ce jour. Les examens se dérouleront dans la période du 10 mars au 5 juillet 2023. Dans quelques minutes, des précisions. Et puis c'est le trouble au Tchad. Des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahama Idriss Déby. Nous irons sur place dans ce journal pour faire un point de la situation. La voie Y4 est longue de 26 km et part du carrefour Mitterrand à Cocody-Riviera au stade d'Ebimpe. Le ministre de l'Entretien routier s'est rendu sur les chantiers pour évaluer le niveau d'avancement des travaux. Le constat est mitigé. Les travaux avancent d'un côté tandis que d'un autre, il y a un ralentissement. Le constat de Nadia Idja et d'Eric Kimo. Les travaux de construction de la première section de la voie Y4, allant du boulevard Mitterrand à Cocody au carrefour de la route d'Alépé, ne respectent ni les délais, ni la qualité requise. C'est ce qui ressort de la visite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, qui a exprimé avec fermeté aux entreprises en charge sa volonté de voir accélérer le chantier. La première entreprise, nous pensons que son évolution n'est pas correcte. Nous leur avons rappelé. Nous ne sommes pas satisfaits non seulement de l'état d'avancement des travaux, mais aussi de la qualité des travaux qui est réalisée. Donc nous les avons interpellés pour cela. Nous leur avons donné un délai pour qu'ils non seulement ils se corrigent en termes de délai, mais aussi en termes de qualité des travaux. Sur la deuxième partie qui part de la route d'Alépé au stade d'Ebimpe, Amédée Kouakou, ministre de tutelle, s'est dit satisfait de l'état d'avancement. Seul point de ralentissement, le déplacement des impactés. Nous avons une évolution d'environ 60%, mais là, les populations qui sont impactées par le projet, beaucoup n'ont pas encore quitté les lieux. Ce qui fait que l'entreprise, malgré sa bonne volonté, n'arrive pas à avancer. Et donc nous avons demandé à M. le maire de nous aider, de sorte à ce que ces populations-là, la semaine prochaine, puissent quitter les emprises de la route pour que l'entreprise puisse avancer assez rapidement. Ce sont environ 33 milliards qui sont déboursés par l'État pour indemniser les impactés et libérer les emprises. Parlons éducation avec la publication de la date des examens à grand tirage. Comme toutes les autres années, les examens commenceront avec les candidats au CEPE à partir du 7 mars 2023. Le 5 juillet marque la fin de la proclamation des résultats. Méthylène Légré, Joseph Zécré. Le calendrier général des examens scolaires session 2023 a été dévoilé par la DECO, Direction des examens et concours. Ainsi, le programme a été défini comme suit. Pour les candidats au CEPE, les épreuves d'éducation physique et sportive se dérouleront du mardi 7 au vendredi 10 mars 2023. Les épreuves écrites, le lundi 5 juin 2023 et la proclamation des résultats, le mardi 20 juin 2023. Pour les candidats au BEPC, les épreuves d'éducation physique et sportive se tiendront du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2023. Les épreuves orales, du mercredi 7 au samedi 10 juin 2023. Les épreuves écrites, du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 et les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet 2023. Pour les candidats au baccalauréat, les épreuves d'éducation physique et sportive du lundi 8 au vendredi 19 mai 2023. Les épreuves orales pour le bac technique du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Pour le baccalauréat artistique, du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023 et pour le baccalauréat général, du mardi 27 juin au samedi 1er juillet 2023. Les épreuves écrites se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023 et les résultats seront proclamés le lundi 24 juillet 2023. Pour qu'il y ait examen, il faut qu'il y ait inscription. Donc le bon déroulement de cette phase est très important pour nous. Le paiement des droits de ces examens doit obligatoirement s'effectuer sur le portefeuille électronique de la Direction générale des impôts. Les montants des inscriptions sont fixés comme suite: 500 francs pour les candidats au CEPE, 2000 francs pour les candidats au BEPC et 5000 francs pour les candidats au baccalauréat. Les élèves qui seront sur la plateforme
quand il rentre les matricules, le niveau s'affiche et le montant qu'il doit payer s'affiche. La direction des examens et concours et celle du Trésor rassurent que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux candidats d'effectuer aisément leur inscription. Les parents sont priés d'inscrire leur enfant sur cette plateforme avant le 19 décembre 2022, date limite des inscriptions. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré ce jeudi le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Selon Patrick Achi, cet établissement incarne les enjeux de la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire. Le dit lycée est destiné à la formation au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Construit sur une superficie de 4 hectares, les travaux du lycée ont été financés par le contrat de désendettement et de développement pour un coût estimé à 9 milliards de francs CFA. Habiter la cité Safi 1 dans la commune de Yopougon est un véritable parcours de combattants. Cette cité est envahie par les eaux usées. Sa principale voie d'accès se dégrade progressivement pour les mêmes raisons. Les habitants de cette cité ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont partagés entre colère et désespoir. Nos reporters Mardoché Kwasi et Rikimou se sont rendus sur les lieux. Reportage. Léonard Bottin est le président du syndic de la cité Saphir 2, située au cœur du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. En compagnie de nos équipes, il parcourt la cité et ses environs pour montrer le niveau d'insalubrité auquel font face les habitants de cette cité. À partir d'ici, quand ça remplit chez eux, ça sort là. Et quand ça sort là, ça rentre directement dans la cité. Les eaux usées des habitations situées en amont sortent des canalisations de fortune, dégradent la principale voie d'accès et se déversent directement dans la cité, polluant complètement l'environnement. On a des difficultés de respiration, on a des difficultés de santé. À partir de 17h, on ne peut pas s'asseoir dehors. Même dans les maisons, c'est invivable. Pas possible. On rentre dans les maisons pour éviter d'être contaminé. Plusieurs démarches ont été entreprises par les habitants de ce quartier pour mettre fin à leur calvaire, mais aucune solution n'avait encore été trouvée lors de notre dernier passage sur les lieux. Ils crient leur ras-le-bol et appellent les uns les autres à prendre leurs responsabilités. La brigade verte qui a été approchée, et jusqu'à présent, on n'a pas de solution. On a rencontré d'autres personnes que je n'aimerais pas nommer ici, d'autres services de l'État, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Il faut que ceux qui ont été touchés, ceux qui ont été approchés, puissent faire un effort pour résoudre ce problème-là. On ne va pas tous s'enfermer ici avec des cachinets. On a besoin aussi de respirer. Il faut respirer l'air pur. Mais on n'a pas l'air pur dans la cité. Les populations du quartier Koweït vivant dans les environs de cette cité reconnaissent leur part de responsabilité et tentent de s'organiser pour mettre fin à la souffrance des habitants de la cité. Avec le temps, la population a augmenté. Les tuyaux sont devenus petits. Donc, ce qui fait que l'eau commence à couler un peu partout. Si le réseau est bon, l'eau va vers la droite, ça ne rentre pas dans la cité. Si on a l'argent nécessaire pour remplacer les tuyaux, en tuyau 200, il n'aura plus ces problèmes. Il faut 3 millions pour réaliser ça. Je lance un appel aux autorités municipales pour qu'ils nous viennent en aide, pour qu'on puisse faire ce travail-là. Accusés d'être à la base de la dégradation de la principale voie d'accès à la cité Saphir 2 par le déversement des ordures et des eaux usées sur cette voie, quelques commerçants interrogés essaient de se justifier. Quand on vient de vendre, on fait et puis on verse l'eau sale sur la route. Là, la poussière ne verse pas sur notre nourriture aussi. Les gens disent que ça gâte la route, mais on est obligé de faire. Puisque dans nos maisons, même, il n'y a pas de lavabo aussi pour verser. Les propriétaires n'ont pas fait de lavabo, donc c'est sur la route qu'on verse. Ils nous voient, mais les tuyaux, tu traverses la voie, que les grosses voitures cassent. Tout ça, là, c'est nous aussi, on fait casser les tuyaux. Parce que ça, là, si la voie est sale, là, nous, mais ça ne nous arrange pas, parce qu'on vend la nourriture. Moi, j'avais voulu que les tuyaux, là, si on les voit, il y a un tuyau qui coule, ils n'ont qu'à boucher le tuyau. Là, comme ça, le propriétaire va venir se plaindre. Ils vont voir le propriétaire pour dire, si tu n'as pas creusé pour enterrer, on voit désormais. Mais si c'est un compteur, on va enlever. Sinon, quand c'est comme ça, et puis on nous accuse, là, c'est pas normal. S'il y avait un caniveau, la personne ne va dire que je ne vais pas aller verser l'eau ça dans le caniveau. Au-delà des commerçantes et des populations de ce quartier qui pourraient être accusées d'être à l'origine du calvaire des habitants, la cité Saphir 2 est victime des problèmes d'assainissement du quartier Koweït, son grand voisin. Un quartier qui souffre de l'absence de système de canalisation digne de ce nom, comme dans la plupart des quartiers précaires d'Abidjan.
Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, vous vous en souvenez, avait reçu 3 prix lors de l'édition 2022 du prix d'excellence à l'initiative KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public, des prix qui récompensent les efforts de ce ministère dans la facilitation de l'accès à l'information. Le ministre Moussa Dosso et ses collaborateurs ont célébré ces distinctions. Ils se sont engagés à la transparence. Le reportage est signé Salif Yalekwe et Mathieu Rimbadé. Les prix de la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics pour la promotion des grands genres journalistiques et du meilleur organisme public de l'accès à l'information, ont été décernés le mercredi 28 septembre dernier au cours d'un dîner gala à Abidjan-Cocody. À cette cérémonie, le prix d'excellence KIDP est revenu au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État pour sa constance dans la diffusion proactive des documents d'intérêt public depuis la première édition. Quant à la Direction générale des marchés publics, elle a été désignée meilleure direction générale dans sa catégorie. Elle est également la grande lauréate du prix KIDP du meilleur organisme public pour l'accès à l'information. 3 prix célébrés par la grande famille du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Occasion pour le ministre Moussa Sanogo d'encourager davantage ses collaborateurs à l'excellence et à plus de transparence pour la facilitation de l'accès à l'information, gage de la bonne gouvernance. Nos mérites sont ainsi reconnus en matière de facilitation de l'accès à l'information économique et financière, ce qui participe de la transparence et de la bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques. Le libre accès des populations à l'information et aux documents publics est bien un moyen d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers clients de nos administrations. La disponibilité des données sur le site permet de répondre aux besoins de l'usager ou de mieux l'orienter dans cette démarche en fonction de ses préoccupations. C'est pourquoi nous devons poursuivre ce travail en essayant sans cesse de l'améliorer et de répondre avec efficacité aux besoins des usagers. Un message bien perçu par les acteurs de ces départements ministériels, à l'instar du directeur des marchés publics, lauréat de l'édition 2022. Un sentiment de joie et un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de notre hiérarchie qui a déjà tracé les sillons de ce succès. Vous savez que le ministre et le cabinet qu'il dirige a été lauréat les 2 années précédentes. Cette cérémonie marque quand même le cap pour que nous puissions davantage performer. Le prix KIDP du meilleur organisme public pour l'accès à l'information a concerné 67 sites web repartis en 4 catégories, 32 ministères, 6 structures de gouvernance, 16 directions générales et 13 collectivités territoriales. Je vous le disais en sommaire, le Tchad est le théâtre de violences depuis ce matin. Des manifestants opposés à la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby ont pris d'assaut les rues. Police et manifestants se sont affrontés. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de morts. Pierre Dipomela. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par balles dans les affrontements opposant police et manifestants à N'Djamena, au Tchad, selon le médecin-chef de l'hôpital de l'Union Chagua, Joseph Ampil. Ces violences font suite à une protestation de centaines de personnes se réclamant de l'opposition contre la prolongation de la durée de la transition de 2 ans, alors que les autorités tchadiennes ont interdit les manifestations. Le président de la Commission de l'Union africaine a dans un tweet dénoncé les violences. Je condamne fermement la répression des manifestations ayant entraîné mort d'hommes au Tchad. J'appelle les partis au respect des vies humaines et à privilégier les voies pacifiques pour surmonter la crise. Dans le 6e arrondissement, fief de l'opposition, les rues sont désertes. Des pneus, des troncs d'arbres, des amas de briques jonchent les rues. La transition politique au Tchad, avant sa prolongation, devait s'achever ce jeudi 20 octobre. Mais fin septembre, Mahamat Idriss Déby Itno a finalement été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques censées se tenir à l'issue d'une 2e période de transition et auquel M. Déby pourra se présenter. Le 20 avril 2021, à l'annonce de la mort du maréchal Déby, tué par des rebelles en se rendant au front, l'armée avait proclamé son fils Mahamat Déby, général alors âgé de 37 ans, président de la République à la tête d'une junte de 15 généraux pour une période de transition de 18 mois, devant mener à des élections.
Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Ali Assouba signe son retour dans Sans Réserve ce soir. Il reçoit le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous et à demain.